Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des CESOps, le format où j'interviewe des CESOps pour te faire découvrir leur métier. Mon invité aujourd'hui c'est Antoine Leprince, Revenue Operations chez EasyMovie. Est-ce que tu peux nous présenter ton poste, quelles sont tes responsabilités et quel est ton scope justement chez EasyMovie? Ouais, alors je suis RevOps du coup chez EasyMovie depuis maintenant bientôt 2 ans. Donc mon job s'articule toujours autour des 3 mêmes piliers chez les ops, RevOps, qui sont les outils, la data et les process pour l'ensemble des équipes liées aux revenus ou les équipes client facing aussi qu'on appelle. Donc marketing, SDR, sales, CSM, finance aussi et customer experience qui est un département qu'on a monté récemment. Ouais, en fait, cette question, j'aime bien la poser à chaque fois au début parce que c'est un Mm. métier en fait que je me suis rendu compte que d'une boîte à une autre, on va dire, le métier de RevOps et SalesOps, dans certaines boîtes ça veut dire quelque chose, dans une autre ça veut dire quelque chose. Donc Ouais, j'aime vraiment bien demander cette question au début pour que les personnes en fait qui écoutent, après en fait elles comprendre le scope. comprennent tout le scope. Et donc, est-ce que tu peux nous présenter rapidement aussi ce que c'est EasyMovie? Ouais, donc EasyMovie, c'est un outil de productivité qui utilise la vidéo pour maximiser le partage de connaissances entre collaborateurs. Très simple. Ouais, efficace. Ouais, exactement. Ok, bon, on va commencer sur les questions justement plus axées sur ce que tu fais. Donc, euh, il y a un truc que je me rends compte en fait surtout quand je commence. Là aujourd'hui, ce que je fais chez Chili Piper, c'est je travaille beaucoup du coup avec des équipes marketing, des équipes sales et des équipes sales ops. Et ce que je vois en fait surtout, il y a une segmentation au niveau des ventes. Comment elle est segmentée la vente chez vous? Est-ce que vous avez des équipes, une équipe commerciale pour des PME, une équipe commerciale pour du mid-market ou de l'enterprise? Comment on fait ça? Non, nous, on a principalement toute l'équipe est vraiment focus sur des deals enterprise parce que notre solution fait vraiment plus sens lorsqu'on la déploie à grande échelle pour l'adoption, etc. Et parce que c'est du partage de connaissances, donc c'est pas pour des petites équipes, etc. Donc voilà, donc nous, on est vraiment focus enterprise et on va ouvrir progressivement sur du mid-market, mais voilà, c'est vraiment moins le focus aujourd'hui et même depuis historiquement. Historiquement. Et qu'est-ce que c'est l'enterprise pour vous justement? C'est plus de 1000 employés? C'est quoi votre Ouais, définition? l'entreprise, c'est vraiment les grands groupes, le CAC 40, et cetera, les grandes entreprises et donc l'idée en plus, c'est de déployer surtout au sein des équipes sales pour faire du sales enablement, du learning and dev et cetera. Donc c'est vraiment, voilà, beaucoup d'employés, au-dessus même, au-dessus de 5 000 employés minimum, ouais, je dirais. Au-dessus de 5000? Ok. Ouais, donc ouais, c'est vraiment. Ouais. Je demande à chaque fois ça parce que je sais très bien que dans toutes les boîtes, cette définition aussi, elle est différente. Donc, Ouais, nous, on n'a pas de vraie définition, mais voilà, je pense que c'est à peu près ça en fait, en effet. ouais. Nous, là, actuellement, c'est tout ce qui est en dessous de 50 employés, c'est SMI PME. Entre 50 et 1000, c'est mid-market. Et au-dessus de 1000, c'est enterprise. Mais on va peut-être commencer à changer ça, en fait. Au lieu de que ce soit sur le nombre d'employés dans la boîte, en fait, c'est pas représentatif du nombre d'utilisateurs qu'on peut avoir dans la boîte. Ouais, Parce ouais. qu'on a certaines boîtes qui ont 1000 employés et il y a 15 utilisateurs. Et du coup, c'est considéré comme un grand compte pour nous, alors qu'en soi, ça n'a pas forcément une priorité dans la partie commerciale. Alors qu'il y a des comptes mid-market qui ont 800 employés, donc 200 de moins, Ouais, où on se retrouve avec 300 utilisateurs potentiels. Donc ça dépend ouais, c'est un truc qu'on va commencer à changer. du focus de l'équipe et du split par département. Exactement. Et donc, question suivante, ça va être qu'est-ce qui t'a fait décider justement, comment t'es tombé dans le RevOps? Ouais, c'est plus comment je suis tombé parce que c'est sûr qu'il y a 5 6 ans, je connaissais pas du tout le métier de SalesOps ou de RevOps, et cetera. En fait, après être passé par plusieurs fonds de VC et avoir fait le wagon, chercher un poste qui était un peu à mi-chemin entre un côté très analytique et un côté éventuellement on peut coder un petit peu, et cetera, et plus technique. Et donc c'est là où j'ai commencé à postuler en fait en SalesOps. Et EasyMovie était une boîte du portefeuille de Ring Capital où j'étais avant, donc voilà, du coup ça s'est fait assez naturellement de m'orienter et voilà. Et ensuite j'ai évolué de SalesOps à RevOps parce que du coup je prenais en charge plus de départements et pas uniquement le département Sales. Et tu faisais quoi dans les VC en fait justement c'était quoi ton job? J'étais analyste du coup, Analyste? c'est-à-dire tout le deal flow, analyse de tous les deals entrants, etc. Donc voilà, pour analyser tous les decks, etc.
Et du coup, ouais, ça t'a permis de voir un peu, enfin, tu savais un peu ce qu'il y avait dans ton portefeuille et tu savais qu'il y avait EasyMovie, ça t'a attiré naturellement. Ouais, c'est ça, Ouais. je faisais confiance totalement au fonds dans lequel j'étais, Ring Capital, qui était un nouveau fonds, mais très compétent. Donc, je faisais complètement confiance, puisqu'en plus, EasyMovie n'était pas encore dans le portefeuille quand j'y étais, donc ça arrivait plus tard. Mais bon, voilà, je faisais complètement confiance. Et puis après, du coup, l'écosystème français des startups, je le connaissais un petit peu, du fait d'avoir vu pas mal tous les decks passer en VC. Ok. Et du coup, après, tu as dit que tu avais fait le wagon aussi. Et qu'est-ce que tu as fait? Le wagon, on est d'accord que c'est la formation sur du développement, c'est ça? Ouais, web développement. Maintenant, ils ont créé une autre formation très portée data analyse. Moi, là, c'était sur le web développement. Donc, ce qui était bien, c'est que c'était vraiment très large, en fait, en termes de scope, puisqu'on voit beaucoup de choses. On voit un peu de SQL, on voit un peu de front, on voit un peu de back-end, très porté sur le Ruby, etc. Mais du coup, ça donne vraiment une image globale sur le code. Et donc, ça aide vraiment après à rentrer dans du code Apex, par exemple, pour Salesforce. C'est clairement... Ouais, c'est ce que j'allais te dire, parce que je sais très bien. J'avais, comment dire, pas dans ce poste-là, mais dans la boîte où j'étais avant, j'étais admin sur Salesforce et j'ai pu rajouter des objets sur Salesforce de temps en temps. Donc j'ai touché un peu à du code Apex, mais alors vraiment très basique. J'ai pas du tout de Ouais. connaissances à ça. Bah, l'avantage, c'est que Salesforce peut faire beaucoup sans Apex, hein, mais Ouais. après, ça permet toujours de rajouter un peu de custom, et donc, du coup, c'est toujours utile. Ouais, donc du coup, ouais, en fait, maintenant quand tu vois, enfin, ton passé, justement, c'est la suite logique en fait à ce que tu faisais, quoi. C'était l'analyse et après du code aussi pour. Après, je sais pas si tu codes tous les jours, mais j'imagine que ça t'aide au moins à pas avoir un développeur Salesforce en interne pour faire tout ça. Ouais, ça, non, c'est pas tous les jours, mais ouais, ça aide. Et après, bon, après, c'est vrai que ça dépend de la taille de l'équipe, mais après, pour les gros développements, souvent on externalise aussi quand c'est vraiment des très gros développements, mais ça permet justement de pas avoir une personne à plein temps en dev dessus, puisque la plupart des modifications custom peuvent se faire assez Ouais. rapidement, et du coup, sans avoir quelqu'un d'interne. Euh, Si tu devais passer, enfin bon, si tu devais choisir une métrique sur laquelle tu reportes à ton N+1, quelle serait cette métrique? Ça peut être là actuellement Ouais. ou ce trimestre ou encore pour cette année. Et bah, en fait, on a mis en place avec mon boss, le CEO, on a mis en place en fait des levels par département, donc des Ouais. niveaux, et à quel point en fait plus le niveau est élevé, plus le département a accès au bon niveau de données, ce qui permet du coup de piloter le département, de suivre l'activité, et à nous de suivre tout et de prendre les bonnes décisions pour chaque département. Donc voilà, donc c'est vraiment ces niveaux qui allaient de 1 à 5 en fonction d'accès à la donnée, de KPI, de monitorer. Voilà. Et donc c'est là-dessus principalement que moi je reporte, puisque c'est vraiment mon rôle est de mettre en place les outils pour tous les départements pour capter la donnée au bon moment, au bon endroit, et ensuite l'analyser soit avec le chef de département, le head of, soit directement avec l'équipe RevOps pour pousser l'analyse, quoi. Et aujourd'hui, tu es à quel niveau à peu près? Enfin, tu disais que tu étais sur l'équipe marketing, l'équipe SDR, l'équipe sales, CSM. Tu à peu près t'as quel niveau pour ces quatre Ouais, en équipes? fait, ça fluctue pas mal, mais en fait là au début on a mis un gros focus sur l'équipe sales, puisqu'en plus au début j'ai vraiment pur sales ops. Donc l'équipe sales est clairement au niveau 4-5, alors que l'équipe, voilà, par exemple, CSM, ça a mis plus de temps, et c'est plus aujourd'hui. Là depuis un an on avait moins mis le focus sur côté CSM, mais là cette année il y a un gros focus sur la data côté CSM, la mise en place d'un Health Score, etc. Donc voilà, le focus est plus CSM. Donc en fait ça, en fonction des priorités des départements, même côté marketing, on était avancé, mais on a revu un peu notre stack et la manière dont on travaille côté marketing. Donc voilà, on revient un peu en arrière pour réorganiser tout ça. Donc voilà, ça bouge pas mal. De toute façon, comme en ops, Ouais. les sujets changent souvent, rapidement. Ça, c'est un truc que je me rendais pas compte en fait justement avant de commencer à parler avec des CESOP, c'est que au final en fait c'est de la gestion de projet et du coup en fait tu as plein de prios en même temps. De temps en temps, tu as des problèmes à résoudre assez rapidement. Donc, au final, je sais pas pourquoi, mais je voyais le taf de ces ops un peu comme un taf de commercial, alors que pas du tout. Non, Ouais, non, c'est sûr. le travail d'un commercial, c'est vraiment très répétitif au final, parce que c'est toujours, tu bloques ta journée sur enfin, tu fais 2 blocs de call. Bon, ensuite, tu rajoutes des prospects à ta prospection. Alors que, enfin, pour toi, c'est tes journées, j'imagine, tu t'ennuies pas du tout par rapport à ça.
Non, non, les sujets sont très variés, et donc c'est ça qui est excitant, c'est qu'on peut passer une matinée, on va être sur le L-score côté CSM, et puis après on va être sur la lead gen côté marketing, et puis après l'analyse des taux de conversion de toute l'équipe sales. Donc voilà, c'est très varié, et c'est sur l'ensemble de la chaîne de revenus, donc c'est assez intéressant, quoi, parce que tout est lié, Ouais, en fait, in fine, sur la chaîne de revenus, donc c'est ça qui est pertinent et intéressant. exact. Et je rebondis juste sur ce que je viens de dire. Je disais que, enfin, tu t'ennuies pas. Je suis pas en train de dire que le métier de commercial, je m'ennuie là-dedans, hein. Parce que pour moi, enfin, moi, c'est un métier où je m'éclate vraiment. Même si aujourd'hui, je suis en tant que SDR, c'est pas répétitif du tout pour moi comme Ouais, mais je métier. Je pense que m'éclate. c'est deux profils de personnes différentes, même si Ouais, après, souvent on cherche des sales ops qui ont éventuellement fait un peu de sales, et c'est vrai que c'est pas mal, mais je pense que c'est quand même deux profils différents, et pour moi, c'est pas forcément un avantage. L'avantage, c'est d'avoir quand même de bien connaître ce qu'est un process sales, l'activité d'un sales, la prospection, etc. Mais c'est quand même deux métiers différents. Il y en a un qui est plus analytique, l'autre qui est plus sur, voilà, sur le moment. Donc c'est vraiment deux profils de personnes différentes. Donc, et à quel moment Easy Movie, enfin ton CEO en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'un sales ops pour commencer et après, pourquoi en fait il y a eu cette suite logique sur la partie ops? ouais, alors il s'en est rendu compte à peu près, la boîte, on était 60 à l'époque quand j'ai rejoint Easy Movie. Et c'est marrant parce qu'en parlant avec pas mal d'autres sales ops, rev ops, je me suis rendu compte qu'en fait c'était souvent à peu près à cette taille-là. Donc, parce qu'on est à peu près 60, il y a, mettons, entre 5 et 10 sales. Et donc c'est là où en fait il faut commencer à avoir quelqu'un qui soit sur cette partie outils, data process. Et ça fait d'autant plus sens après aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'outils. Donc il faut vraiment quelqu'un pour les paramétrer, parce que si personne s'en occupe, un outil c'est pas une baguette magique, donc il faut forcément bien le paramétrer, sinon ça sert à rien. Donc voilà, aujourd'hui ça te fait de plus en plus sens, mais après je dirais que le plus tôt c'est mieux, Ouais. parce que sinon on accumule un peu de la dette technique, où en fait on a des outils mal paramétrés, ou des outils qui fonctionnent pas bien, et qui n'aident pas les sales, et même pire, leur font perdre du temps, ce qui est pas du tout le but. Donc ouais, le plus tôt c'est mieux. Et après, sur la deuxième partie de la question, pourquoi ça a évolué rapidement de sales ops à RevOps? En fait, parce qu'on est quand même, j'étais tout seul, et dans une entreprise qui est quand même pas très grande. Quand je suis arrivé, on était 60 à l'époque, et forcément, j'arrive en tant que sales ops parce que c'est un peu le premier métier qui était le plus connu. Et puis il y avait quand même un focus sales, parce qu'avant tout c'est aider l'équipe sales. Mais après, avec tout ce split de départements, SDR, sales, CSM, et même on avait créé un département customer experience qui s'occupait principalement du renew. Du coup, ça faisait beaucoup de segmentation, beaucoup de passage de relais entre le lead, le deal et le renew. Donc du coup, il fallait quelqu'un pour arbitrer tout ça, organiser tout le process. Et donc du coup, c'est fait naturellement. En fait, quand je suis arrivé, il y avait toujours des interaction avec les équipes CSM, avec le Customer Experience qu'on montait, et puis avec la finance, parce qu'il fallait reboucler les chiffres qu'on avait dans Salesforce avec la compta, le marketing, etc. Donc en fait, c'est très naturellement que ça arrivait chez Menu, et en me documentant, notamment parce qu'aux US, ils ont longtemps d'avance sur tous ces métiers, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était le métier de RevOps que je faisais depuis mon arrivée, en fait, sans savoir au début. Et justement, c'est ce que tu disais dans l'article que tu avais écrit pour Tribes, de, que justement le fait que toi tu bosses sur tous ces métiers-là, en fait, ça te permet d'éviter des silos aussi entre toutes les équipes, parce que justement, c'est ce qui se passe quand tu as une personne qui gère juste la partie sales, une partie qui gère la partie marketing ou la partie CSM. Au final, tu te retrouves avec des équipes qui travaillent ensemble, entre guillemets, parce que justement, enfin, moi, dans toutes les boîtes où j'ai bossé jusqu'à maintenant, c'est toujours comme ça. On est censé être une boîte qui travaille ensemble, mais au final, même si on a le marketing et les sales, il y a toujours des silos au Mm. final. Ouais, peut y avoir beaucoup de silos, et c'est vrai en termes de process où il y aura peut-être moins d'interaction, mais ça c'est aussi c'est le rôle du RevOps, c'est le rôle des managers, etc., et de tout le monde de créer un process où les départements sont bien imbriqués, et il y a des bonnes interactions. Et c'est encore plus vrai avec les outils, avec la stack, parce que si demain il y avait un Sales Ops et un Customer Success Ops, quand on implémente un outil de project management côté CSM, et qu'il n'y a pas assez d'interaction côté Ops, du coup, en fait, ça peut être un task tray qui est complètement intégré à Salesforce. Et donc après, il y aurait deux personnes qui travailleraient sur Salesforce avec deux enjeux différents, deux visions différentes. Et donc après, ça peut même venir impacter le travail des sales, ou la donnée des sales. Et donc après, là, c'est vraiment négatif pour la boîte. Et c'est pour ça que je trouve ça pertinent que ce soit sur toute la chaîne de revenus, et pas seulement pour éviter les silos. Ouais, justement. Et
avais commencé à en parler tout à l'heure, tu disais donc du coup, quand tu avais rejoint la boîte, vous étiez 60, aujourd'hui vous êtes combien? Aujourd'hui, on est 120. Vous êtes 100, donc doublé. Dans l'équipe RevOps, aujourd'hui tu es tout seul ou Non, quand- on est trois avec deux personnes en SalesOps, plus spécialisées SalesOps. Parce que comme en plus on est présent aussi aux US, on est présent aux US et en Europe, donc ça a des sens. Et tu les as recrutés à quel moment ces deux personnes? C'est C'était au cours de l'année là, et puis il y a une personne, c'était en interne, ça se fait progressivement en interne, c'est pas en full time, et aux US c'était cette année-là. Et du coup, parce qu'on dit que tu aides plusieurs équipes en même temps, aujourd'hui dans ton équipe marketing, enfin, on va dire, toutes les personnes qui sont en customer facing, comme tu disais tout à l'heure, tu as combien de personnes? Toi, tu supportes combien de personnes en fait? Alors, marketing, on est en train de tout revoir, il y a une personne, et après, sinon, sur les sales, on a à peu près 12 personnes en France et 12 personnes aux US. Donc, et ensuite, en CSM, c'est 5, non, 10 en France, et aux US en tout, avec 15 personnes. Donc, voilà, ça fait une bonne quarantaine, 52 personnes si on rajoute le customer experience et un peu la finance aussi. Il y a deux personnes, et donc la partie outils et le lien, donc voilà, en tout 40-50 personnes. 40-50 personnes. Donc vous êtes trois pour gérer ces 40-50 personnes, c'est ça? C'est ça. Après, il y a des Ok. niveaux différents. En Ouais. finance, il y a beaucoup moins de support, entre guillemets, alors que côté sales, il y a beaucoup plus de support, d'aide sur les outils. Il y a beaucoup plus d'outils déjà, tout simplement. Donc voilà, c'est aussi à des niveaux différents de support, d'aide et de mise en place d'outils, de data. Il y a beaucoup. Voilà, c'est pas du tout le même niveau, mais ouais, c'est à peu près ça. Ok. Et justement, toi, tu as une recommandation par rapport à ça, au ratio qu'il doit y avoir entre un sales ops pour 10 commerciaux ou Non, c'est difficile d'avoir un ratio parce qu'en fait, ça dépend de beaucoup de choses, du produit, de la stack, mais surtout, en fait, déjà, si l'entreprise est B2B ou B2C, ça n'a rien à voir. Par exemple, si on prend toutes les entreprises, les startups B2C, il y aura besoin de beaucoup plus d'ops parce qu'il y a beaucoup plus de data, c'est beaucoup moins gérable entre guillemets manuellement, donc il faut mettre beaucoup d'automation, beaucoup de code, etc. Donc, dès que c'est B2C, il y a beaucoup plus de monde, et quand on voit des grosses boîtes, bon après ils sont déjà beaucoup, mais des Payfit, etc., Doctolib, en Ops, ils sont vraiment énormément, mais c'est aussi parce que c'est B2C, donc c'est pas la même chose. Ils ont plusieurs business, etc. Donc, ouais. mais B2B, déjà, il y a besoin de moins d'Ops, et après, il y a pas mal de... Ça dépend, mais après, oui, après, ça dépend si c'est Sales Ops, RevOps, mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir de 5 à 10 personnes en sales, il faut au moins un Sales Ops pour 5 à 10 personnes. Ok. Ouais. J'avais pas vu ça comme tu le disais justement, que pour le B2B et B2C, ça va vraiment différer parce que Mm. j'imagine que ça dépend vraiment beaucoup aussi ouais, comme tu dis, ouais, du nombre de données qu'ils ont et de plein de facteurs. Mais ouais, Même la taille du deal, en fait, parce oui, qu'un aussi. B2B qui va faire des très petits deals très, très récurrents, très souvent, bah pareil, ça fait beaucoup plus de données, etc. Beaucoup plus de choses à analyser, alors que du deal complexe, etc., ça laisse le temps aussi, donc il y a besoin de moins de personnes. Donc il y a plusieurs critères qui Ouais. jouent. Et après, ma question suivante, c'est sur la partie du télétravail. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Parce que cette question, je la pose parce que je sais très bien qu'avec la situation du Covid, ça a changé pas mal de choses. J'entends des commerciaux qui me disent comment vous faites chez Chili Piper pour continuer pour vendre en télétravail parce que en soi, Chili Piper, depuis que ça a été fondé, ça a toujours été à distance. Les commerciaux, je pense que le seul moment où ils vont voir des clients, c'est quand il y a des conférences à Dreamforce, par exemple, ce genre de conférences. Mais sinon, tout le reste de l'année, ils sont chez eux ou ils sont dans leur espace WeWork et ils vendent depuis leur ordi. Donc, qu'est-ce que ça a changé pour toi et ton équipe? Ah, ouais, pour les équipes, c'est sûr que en sales, je pense que maintenant, vendre en visio, c'est presque un nouveau métier, il faut s'adapter. Et de mon côté, puisque ça n'a pas changé énormément, il y a peut-être un truc, c'est vrai que parfois, on a un peu moins de retours du terrain, des sales, des CSM, quand on n'est pas avec eux dans le bureau, parce qu'il y a des choses qu'un sales va plus rapidement poser comme question, va plus rapidement dire si tu es à côté de lui au bureau, etc. Parce que c'est rapide et qu'il va pas forcément l'écrire sur Slack ou envoyer un email. Donc ça joue. Il y a peut-être un peu moins de retour, mais ça, c'est quelque chose où, enfin, c'est une habitude à prendre aussi, parce qu'on n'était pas tous habitués à bosser en full télétravail. Donc, je pense qu'il y a moins de retour terrain, c'est moins évident.
Et après, c'est un avantage. Nous, on n'est pas en full télétravail, on est plutôt en hybride, sauf période de confinement. Et du coup, ce qui est pratique, c'est de réorganiser en fait sa journée. Moi, je garde pas mal de plages de matinée pour tout ce qui est technique, outils, Apex, etc., plutôt le matin. Et je sais que c'est pratique parce qu'en télétravail, on est moins dérangé. Et puis à l'inverse, bah, je passe aussi des après-midi où du coup, il y a plus de retour terrain, plus d'échanges, etc. Donc c'est pas mal, ça équilibre plus. Donc ça a pas mal changé et dans la bonne manière. Et le côté négatif, du coup, c'est ce retour peut-être Ouais. moins fréquent. Sur la partie retour, en fait, nous, je sais que moi, c'est un truc où j'ai toujours eu du mal, on va dire, enfin, de moins en moins, parce qu'au final, c'est de la pratique. Mais quand tu passes en télétravail, en fait, il faut être beaucoup plus proactif au niveau de ta communication. Parce que justement, comme tu disais, tu n'as pas ces communications que tu as au bureau où justement, c'est beaucoup plus facile. Là, ici, c'est toi qui dois être proactif de ta communication et pas à l'inverse, pas attendre que les autres ils viennent vers toi justement. Et ça, c'est un truc qu'on voit parce que bon, tout le monde est en remote dans la boîte et on voit, enfin, dans toutes les boîtes où j'ai bossé en remote avant, ça n'a rien à voir. Là, il y a beaucoup plus de proactivité par rapport à ça. Ouais, et puis ça demande aussi plus de temps parce qu'en fait, parfois, nous, on a des meetings tous les mois spécialisés sur les outils, les process, etc., pour faire remonter toutes les infos. Mais parfois, tu as besoin aussi de prendre du temps avec chaque personne. Donc, bon, tu peux pas le faire, mais de temps en temps, tu vas parler en one-to-one avec un sales, un SDA, parce que tu vas mieux comprendre où est-ce qu'il a plus de mal, etc. Et c'est pas forcément quelque chose où lui-même ne voit pas que c'est peut-être ça en fait qui pose problème. Et en fait, juste en discutant, bah en fait, on se rend compte qu'on pourrait améliorer ça, etc. Et parfois, certains SDR, certains sales ne se rendent pas forcément compte de ce qui est possible dans Salesforce ou dans d'autres outils, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire, etc. Donc, ils n'ont pas forcément l'idée, est-ce qu'on pourrait faire ça, alors que si on parle du problème juste ouvertement, après on va trouver d'autres solutions juste en discutant. Donc c'est vrai que ça prend aussi du temps dans ce sens-là. C'est ça. Et du coup, c'est ce que tu disais, c'était pour toi, ça en interne. Et pour tes équipes, qu'est-ce que ça a changé? Tu sens que ça a changé quelque chose au niveau de leur façon de vendre ou, Ouais, bah forcément, il y a beaucoup plus de visio. Il y a quand tu es dans du deal enterprise, de la vente complexe, ne pas faire des grandes présentations en physique, etc. Quand il y a 30-50 personnes, même on organise des sandbox où en fait on va faire des sortes de mini POC sur une journée où juste ils vont tester la solution. Quand c'est en visio, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, donc ça change beaucoup, ouais, c'est sûr. Ok. C'est quoi là où les plus grosses problématiques sur lesquelles tu es tombé jusqu'à maintenant? Et est-ce que tu as trouvé une solution pour la résoudre ou les résoudre? Les plus grosses problématiques, en fait, il y a tout plein de KPI qu'on peut suivre, que ce soit l'activité, taux de conversion, etc. Mais en fait, à chaque fois, il faut remettre toujours en considération et en question ces données qu'on récolte sur la période sur laquelle on analyse. Et donc ça, c'est toujours un peu compliqué parce que en startup, tout bouge très vite. Donc ça peut être des process qui vont évoluer, des équipes qui vont évoluer avec peut-être plus de turnover, des KPI, des focus sur certains KPI qui vont changer au cours du temps. Et donc du coup, pour avoir par exemple même une année complète avec un process, une équipe, des KPI suivis de janvier à décembre, c'est très difficile de les avoir. Donc quand on les a, on est super content. Et quand on remet tout à zéro, du coup, à chaque fois, on a ce temps de latence où on se dit, voilà, on a remis en place. Quels sont les résultats? Il faut attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire 6 mois en fonction du deal cycle, etc. Et même de plein d'autres facteurs qui fait qu'on a besoin d'historique de 3 mois pour avoir des données convenables et un échantillon convenable. Et ça, c'est assez frustrant. Et il y a des solutions, mais pour beaucoup, il n'y en a pas. Et en fait, il faut juste du temps. Et donc, la solution, c'est quand on implémente un outil ou quand on met en place un nouveau process, ne pas se dire qu'est-ce que je vais garder en historique, etc. Essayer de garder le maximum si possible. Parfois, on est limité, donc il faut faire un choix. Essayer de prendre le maximum, et même si on n'utilise pas tout de suite, on sera content de l'avoir plus tard. Mais parfois, quand on change le process, il faut dans tous les cas attendre. Et donc là, il y a malheureusement pas de solution. Ça, c'est frustrant. Du coup, tu as commencé à parler des outils, justement. Toi, pour toi et ton équipe de RevOps, quels sont les outils que tu utilises? Et après, j'aurais une deuxième question, c'est quels outils utilise ton équipe? Ouais, moi je suis Salesforce administrateur, donc c'est vraiment beaucoup de temps sur Salesforce et c'est aussi beaucoup de temps de tous les sales, les SDR, etc. On a mis aussi pas mal les CSM sur Salesforce, donc c'est vraiment
le cœur de notre entreprise. Après, on a beaucoup Salesloft aussi. On utilise beaucoup Salesloft, un outil de sales engagement, qui est un super outil. Voilà, après, on a implémenté là, côté CSM pour le project management, on a implémenté Taskray, qui est très utile. Donc nous, en tant que RevOps, on passe beaucoup de temps sur tous les outils des sales, des SDR, de toutes les équipes forcément. Mais on n'a pas plus un outil qui serait que pour l'équipe RevOps, quoi. C'est vraiment Salesforce en prio, voilà, qui va faire. Ouais. Ça, je demande parce que parfois il y a des outils. Nous, là, en interne, on est en train. Je crois qu'ils ont déjà acheté un outil pour les commissions, par exemple. Parce que là, on commence à être à combien? On est 20 dans l'équipe SDR et on commence à être. Ils vont dépasser la dizaine là, sur les AE. Du coup, ça commence à faire beaucoup à calculer au niveau des commissions. Donc, ouais, Ouais, ça. vous avez, ok, vous avez commencé à prendre un petit. Ouais, j'en avais regardé quelques-uns aussi, mais pour l'instant c'était un peu trop tôt, comme des Cobra, des Amalia, etc. Mais c'est intéressant. Donc pour l'instant on n'est pas dessus, on est encore à bonne vieille méthode avec un Google Sheet. Voilà, exact. Tout à l'heure, tu avais commencé à en parler un petit peu. C'est pour Salesforce, tu disais que vous gérez certains projets en interne et d'autres en externe. Je pose cette question parce que, en fait, à la base, je me suis rendu compte que sur Salesforce, c'est un outil très complexe, donc du coup, des fois, il faut de l'aide. Je sais que là, pour toi, c'est sur Salesforce, mais sur d'autres épisodes, en fait, il y a des personnes qui sont sur HubSpot. Du coup, cette question en soi, elle n'est pas très pertinente parce que sur HubSpot, c'est pas très complexe et tu peux tout faire en interne normalement, mais tu peux m'expliquer un peu en fait, c'est quoi votre process par rapport à ça Ouais. Bah, on essaie de faire au maximum en interne, mais après, tout ce qui est des gros projets de développement, en fait, on n'a pas le temps en interne de passer du temps dessus. Donc, en général, c'est à ce moment-là qu'on externalise. Quand je suis arrivé, en fait, le projet d'implémenter une nouvelle méthode CCS dans Salesforce, bah, ça avait été décidé d'être externalisé parce qu'on avait aussi toute la formation pour les sales, etc. Donc, déjà, on avait commencé à bosser avec avec des intégrateurs. Et donc après, on a continué sur deux projets qu'on a fait aussi avec eux. Mais voilà, c'est vraiment quand c'est des gros projets. Sinon, voilà, l'avantage, c'est qu'on peut tout avoir en interne sur le reste. Donc voilà, on arbitre vraiment en fonction de la taille du projet et du temps qu'on a en interne dédié à ça. Et jusqu'à maintenant, c'est quoi le truc, l'outil ou le process le plus productif que tu as mis en place pour tes équipes? Bah, là, récemment, en fait, on a vraiment intégré notre outil EasyMovie dans Salesforce. Et ça, c'est énorme en productivité parce que maintenant, bah, les sales peuvent mettre toutes leurs vidéos de deal win ou de deal statut. Donc, dès qu'un deal était vraiment à passer un milestone, ils vont faire une vidéo et on va le voir directement au niveau de l'opportunité. Les CSM, eux, vont faire plutôt au niveau du compte où on a commencé à mettre en place un score. Ils vont mettre leur customer review euh, avec le client. Donc, ça, c'est vraiment pertinent. Maintenant, les managers peuvent aller sur un compte, voir la vidéo du CSM si c'est un client, et si c'est en cours le pipe, bah, le manager, le head of sales, va pouvoir voir les deal statuts de ses AE. Donc ça a vraiment gagné en productivité, en knowledge. Et donc voilà, et le fait d'avoir notre solution, on avait une autre solution interne où on pouvait voir les vidéos, mais le fait de l'avoir vraiment intégré à Salesforce, ça c'est un gain de productivité énorme. Ouais, avoir tout centralisé dans un endroit, justement, c'est un truc que je me rends compte que c'est. Je le sous-estimais avant, mais en fait, ça fait gagner tellement de temps plutôt qu'à d'avoir plein d'onglets ouverts et de regarder à gauche, à droite, de savoir justement, comme tu disais, à quel moment dans le cycle de vente tout en est, et d'avoir la vidéo à ce moment-là, ça aide par rapport à ça. Juste pour bien comprendre, EasyMovie, en fait, ça enregistre les vidéos que vous avez avec vos clients aussi Non, non, c'est vraiment, c'est un peu comme un PowerPoint, mais sous format vidéo. On a des templates et en fait, on va se filmer pour répondre à trois questions, par exemple, sur un deal, que ce soit un deal win ou un deal statut. Et donc, Ok, le sales va répondre à trois questions et va pouvoir juste partager sa vidéo sur Salesforce. Et comme ça, tout le monde pourra avoir la réponse aux trois questions importantes pour avoir juste la bonne information rapidement. Et l'avantage quand on lance la vidéo, c'est qu'on peut scroller et regarder aussi les informations qui sont écrites, mais voilà, en même temps, on écoute, donc c'est pratique. ok. Est-ce que c'est ta responsabilité ou la responsabilité on va dire ton directeur commercial, d'avoir en fait tes commerciaux qui mettent l'information sur le CRM?
Ouais, bah ça c'est un vaste sujet, hein, mais non, mais c'est l'objectif toute la boîte, hein, parce que Ouais, Startup dans Salesforce, ça n'existe pas, on connaît la phrase. Mais non, c'est vraiment pas évident. Nous, ce qu'on a mis en place pour ça, c'est des dashboards de data accuracy, de data hygiene, pour vraiment flaguer dès qu'il y a un truc qui est un peu incohérent et pour que l'AE puisse rapidement voir où est-ce qu'il doit corriger. Et voilà, et après, le but, c'est de pas devenir dans une dimension un peu de flicage et d'essayer de montrer la valeur, de dire, bah, voilà, si tout est bien rempli, après on peut sortir de la data pertinente et des insights qui vont t'aider après à mieux vendre et à vendre plus. Donc voilà, il faudra essayer au maximum de montrer la valeur, mais ouais, c'est toujours un vaste sujet, hein. bah, j'imagine. Justement, je pense que c'est la complexité d'avoir. Je sais que, enfin, nous, jusqu'à maintenant, à chaque fois, ce que j'entends, enfin, un des trucs qui fonctionne le plus, c'est mettre des champs obligatoires quand tu remplis ton Mm. opportunité pour être sûr d'avoir l'information. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu mets en place justement pour favoriser l'adoption de Salesforce, enfin, du fait que tes Ouais, commerciaux bah, mettent l'info? nous, quand on a mis en place CCS au tout début et qu'on a mis beaucoup de champs obligatoires, bah, en fait, j'ai trouvé ça assez compliqué parce qu'en fait, il peut y avoir pas mal de cas particuliers où en fait les champs n'ont pas besoin d'être remplis. Donc après, ça demande vraiment une maintenance importante et puis ça devient très frustrant quand tu peux pas passer à l'étape d'après parce qu'il te manque un champ. Et si en plus ce champ est pas obligatoire, bah, tu vas te retrouver avec des champs avec rien dedans, enfin juste plein de dés, juste pour Ouais. passer la limitation. Donc là, c'est encore pire. Donc, moi, je suis pas trop de l'école de mettre des champs obligatoires, sauf vraiment 3-4 vraiment pertinents, mais mettre le focus vraiment sur un nombre très limité. Et après, bah, ce que je dis, c'est de l'adoption en montrant la valeur, et quand ils vont voir la valeur, ils vont être remplis. Et puis, c'est pas uniquement le rôle de département RevOps, parce que sinon c'est compliqué. C'est vraiment toute la boîte et c'est surtout les managers. Si les managers ont besoin de ce champ et qui parlent de tous ces champs, de toute cette donnée pendant leur review, bah, c'est sûr que si un manager parle pendant 2-3 reviews d'un champ qui finalement n'était pas rempli, c'est sûr qu'à la fin il sera rempli et c'est ça qui fait sens. Donc c'est vraiment l'implication des managers, je pense, Ouais. qui joue beaucoup là-dedans. Bah, ouais, parce que en fait, le CRM, à chaque fois qu'on entend dire que bah, le CRM, c'est la bête noire des commerciaux, parce qu'en soi, le CRM, c'est plus un outil qui sert au manager qu'au commercial. Mais ok, je vois du coup comment vous faites. Ouais, c'est souvent vu comme ça, mais dans les faits, sans CRM, bah, il faudrait faire des notes, mais qui seraient un peu complexes et mal organisées, alors que là, du coup, bah, c'est juste un bloc-notes, hein, Salesforce. C'est ça. Ouais, Et aujourd'hui, enfin, j'imagine que tu dois en avoir plein, mais si tu avais un souhait et que tu pourrais résoudre un problème, qu'est-ce que ça serait? Bah, c'est un peu cet élément dont je parlais tout à l'heure sur la partie vraiment, si on n'a pas traqué tout depuis un an et puis parce que les choses bougent, et ben, on n'a pas un échantillon convenable pour sortir une analyse convenable. Donc on n'a pas assez de data points pour en sortir une conclusion pertinente. Donc voilà, c'est toujours ça qui est un peu frustrant et qui est difficilement solvable. Mais bon, voilà, si j'avais une baguette magique, j'aimerais avoir des échantillons convenables pour toutes mes analyses. Bon, bah, c'est parti, on va la créer cette baguette magique. Voilà, ce serait super. Euh, J'avais entendu sur le podcast de Dans l'arène que tu avais mis en place la méthode de vente Customer Centric Selling au sein de ton équipe. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est cette méthode et après, c'est comment tu as fait justement pour Mm. l'implémenter? Bah, cette méthode, c'est CCS, Customer Centric Selling, c'est assez proche de Medic, etc. Toutes ces méthodes sont assez proches avec un focus sur le prospect, sur les enjeux, la pain, etc. Euh, donc ça, assez classique. Après, comment on l'a implémenté, bah, en fait, moi je suis arrivé juste à ce moment-là et il a été décidé on a une personne qui s'occupait de toute la formation de l'équipe Sales. Et ensuite, on avait l'intégrateur qui a mis tout en place pour avoir tout le Salesforce paramétré pour. Donc, quand je suis arrivé, j'étais plus en project management et en suivi. Et donc, après, j'ai pris le relais. Mais voilà, on est passé là par un intégrateur pour tout faire avec les GeForce Sales. Ok. Ouais, je pose cette question parce qu'en fait, quand tu as des gros changements comme ça, parce que j'imagine que ça a été un gros changement par rapport à avant ou il y Ah avait une oui, grosse oui. différence? Ok. Ouais, Salesforce, il y avait beaucoup à faire. Et donc là, ça a été la première grosse structuration du Salesforce est venue avec ce CCS. Et du coup, ces personnes, ces intégrateurs qui sont arrivés pour aussi tout cadrer, quoi. Et j'avais une autre question aussi, c'était par rapport à la donnée. Par exemple, là, pour tes IA, comment tu fais pour détecter
ou interpréter les forces et faiblesses de tes SDR. Ouais, bah en fait, après, une fois que les outils sont bien paramétrés, qu'on peut traquer bien l'activité de tous les SDR, ensuite, bah, le niveau d'après, c'est vraiment d'avoir de la donnée un peu plus dynamique avec beaucoup de taux de conversion, etc. Comparer ces taux de conversion par rapport à l'équipe, par rapport à des objectifs, etc. Et après, très rapidement, en fait, on voit ce taux de conversion, on voit très bien, si on a bien les KPI à chaque étape, bah, qu'un SDR il va être meilleur au début du funnel avec très bon sur la lead gen, il va targeter les bonnes personnes, donc du coup, il va pouvoir faire plein de calls, plein de pitch, il va pitcher énormément de personnes, donc bonne lead gen, et d'autres, ils vont avoir pitché pas mal de personnes, mais en revanche, après le pitch, ils ont du mal à convertir le pitch parce que, bah, problème de pitch. Et ensuite, il y a capacité à détecter les enjeux, la peine du prospect. Donc, il y a vraiment ces trois trucs entre lead gen, pitch et nous, c'est ce qu'on avait, comme ça qu'on suivait en tout cas l'année dernière, lead gen, pitch et détection des enjeux. Et très rapidement, en fait, on voit. Et après, ce qui est intéressant, c'est d'un côté faire l'analyse purement data, donc côté RevOps, c'est ce qu'on fait, et ensuite de voir un peu le gut feel du manager et voir si bah, ça se rejoint ou est-ce que ça se rejoint pas du tout. Et si ça se rejoint pas, et c'est encore plus intéressant, d'approfondir l'analyse pour voir pourquoi le gut feeling était inverse à ce qu'on sort en données. Et voilà. Et donc voilà, toujours confronter le retour terrain, le gut feeling et la data, et ça c'est hyper bien. Donc ça, rapide sur les SDR, sur les AE avec les taux de conversion, rapidement voir les forces et les faiblesses. Et après, ce qu'on a mis en place, c'est que du coup, bah, une personne qui était très forte en lead gen, elle faisait un workshop, un atelier, best practice avec les autres SDR pour expliquer comment elle faisait. Pareil pour celui qui pitchait super bien, pareil sur la détection des enjeux, etc. Et ça a fait vraiment monter l'équipe en compétences au cours de l'année, et ça, c'était vraiment cool. Je te posais cette question parce que justement, c'est un truc que nous, on se pose beaucoup en interne, justement, bah, pour savoir, bah, on a le dashboard de tous nos SDR et on voit bah, certains bah, tu vois, qui performent mieux que d'autres. Mais le truc, c'est que on fait l'analyse du coup pour essayer de voir en fait ce qui se passe. Premièrement, le premier truc qu'on regarde, c'est les activités, s'il y a des activités. Parce que normalement, on doit tous être à peu près entre 100 et 150 000 envoyés par jour, par exemple, chez nous. On fait pas beaucoup de call en ce moment parce que ça fonctionne pas très bien sur nos personas. Et on n'a pas forcément les bons numéros, donc au final, c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Et en gros, au final, ce que tu vois, c'est que bah, tout le monde a à peu près au même nombre d'activités, mais tu vois, le taux de conversion, comme ce que tu disais tout à l'heure, il n'est pas bon. Et derrière, en fait, ce qu'on regarde, c'est bah, comme on convertit beaucoup par email, beaucoup utilisent, bah, en fait, on utilise quasiment tous la même séquence qui fonctionne bien. Et en fait, bah, comme on utilise la même séquence, du coup, on se dit bah, le taux de conversion, c'est pas possible. S'il utilise la même séquence, le souci ne vient pas là. Il y a autre chose. Et du coup, là, on remonte encore au-dessus, c'est les personas, et si c'est pas les personas, c'est les comptes qui prospectent, parce que j'imagine que pour vous, votre liste de comptes, elle est facile, il n'y en a pas des milliers, des comptes qui ont plus de 5000 employés. Et nous, là, sur du mid-market, on doit avoir sur notre table, on doit avoir 10 000 comptes à peu près. Mais dans ces 10 000 comptes, il y a des comptes qui sont intéressants. Et justement, et c'est là justement le souci chez nous, en fait, la plupart du temps, c'est que le souci vient de là, c'est qu'ils ne prospectent pas les bons comptes. Et du coup, ça ne convertit pas parce que c'est des comptes qui n'ont pas les problématiques qu'on résout. Ouais, non, c'est sûr que le tout début du funnel, si en plus ça peut être une équipe RevOps, une équipe marketing qui dédie les comptes, bah, du coup, là, c'est un vrai travail et donc il faut arriver à équilibrer tout ça. Mais... Jusqu'à maintenant, c'était les SDR qui choisissaient. Ok. Et du coup, on va dire, chacun faisait ce qu'il veut. Maintenant, on utilise DataFox pour calculer, on va dire, faire un système de tiers au niveau des comptes. Ça te donne des points en fonction de certains critères. Et en gros, on le fait comme ça. Mais le truc, c'est qu'il y a une limite, c'est que l'outil va pas jusqu'à savoir l'équipe commerciale, comment elle est structurée, ou le site internet, comment il est structuré. Il y a des détails en fait que l'outil peut pas avoir. Donc, on a une équipe de freelance en plus de ça qui travaille pour vérifier à la main les critères dont on a besoin qui peuvent pas être vérifiés avec un outil. Ok, intéressant. Et on va arriver sur les questions de la fin. Donc, j'ai 3 questions pour toi. Donc, la première, c'est si les auditeurs aujourd'hui, ils devaient tout oublier, ce dont on vient de parler, et de revenir que 3 choses. Quelles seraient ces 3 choses? Sur les 3, la première, c'est vraiment montrer la valeur d'un Salesforce Clean. Ça, c'est vraiment hyper important parce que ça permet après, du coup, d'avoir une bonne adoption de l'outil, etc., les bonnes data, etc., et faire des bonnes analyses.
Encore une fois, sur la deuxième critère, sur la deuxième chose à retenir, vraiment que c'est vraiment bien paramétrer les outils en amont pour traquer vraiment l'ensemble des KPI et pas être trop restreint au début, justement pour éviter après d'accumuler une dette technique et de repartir de zéro, de ne pas avoir le bon échantillon, etc. et de perdre du temps. Ça, vraiment, c'est essentiel. Et on le voit de plus en plus quand on implémente, par exemple, même un Salesloft ou d'autres, c'est important de le faire dès le début. Et la troisième, c'est peut-être essayer de centraliser l'information et par exemple, voilà, intégrer EasyMovie dans Salesforce, ça a changé beaucoup sur la productivité. Voilà, penser toujours à centraliser sur d'autres plateformes, etc. Ça, c'est toujours hyper intéressant. Comment t'expliques à quelqu'un de ta famille ce que tu fais? Ça, c'est compliqué. Même à des potes qui sont pas forcément en startup, encore moins en SalesOps, RevOps, c'est assez compliqué de voir vraiment ce qu'il en est. Donc, moi, à chaque fois, j'explique toujours un peu la même chose, hein. Je paramètre des outils pour pouvoir récolter la donnée au bon endroit, au bon moment, et ensuite pouvoir les analyser pour en tirer des décisions business, quoi. Ouais. Voilà. Essayer de simplifier au maximum. Mais... Bah, c'est ça, hein. Franchement, je pense que c'est un métier très, très difficile à expliquer, mais c'est une bonne façon de le faire. Et dernière question, si tu devais recommander un SalesOps ou un RevOps sur le podcast, qui serait cette personne? Il y en a pas mal, hein, parce que sur la communauté, la Business Network, on est pas mal, mais il y en a trois avec qui on discute beaucoup. Il y a Clément Bouillot de Partout, JB Roncin de Elifen aussi, et Arthur Short de Screen. On échange souvent sur plein de sujets et tout. En plus, dans ces métiers, c'est un métier nouveau, et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, les startups en France, on n'est pas tous au même niveau, on n'a pas tout le même niveau de développement, mais au niveau des SalesOps RevOps, on a tous les problématiques à quelques mois, quelques années d'écart, et donc du coup c'est toujours hyper pertinent d'échanger et de voir comment une autre startup s'est posé la question, comment une autre équipe est organisée, et comment chacun a confronté les obstacles, etc. Donc c'est vraiment intéressant d'échanger là-dessus. Bah, du coup, je les contacterai. Arthur, c'est la deuxième fois qu'on me le recommande. Du coup, je contacterai les trois, bien sûr, hein, mais Arthur, ça fait la deuxième fois qu'on me recommande. Donc, c'est bon à savoir. Bon, bah, du coup, Antoine, je te remercie beaucoup pour ton temps et pour être passé sur le podcast. Merci beaucoup, Eric.